Aujourd'hui, c'est podcast international. Ah ouais. Puisqu'on a passé la frontière avec Mathieu. Oui, c'est vrai. C'est Ouais. vrai. On se déplace. Ouais, on sort du tiers-monde, on arrive en Suisse. Il nomme Patrice. On est chez les bons là. Ouais. Donc, on avait décidé de faire un épisode bonus après l'épisode des chronos. Parce que parler de technique quand on n'est pas horloger, ça risque d'amener beaucoup de conneries, beaucoup d'erreurs. Donc on a un petit peu demandé aux gens qui nous écoutent s'ils avaient des questions techniques sur les chronos. Et donc aujourd'hui on a un invité spécial, Gaël Peterman, horloger indépendant. Bonjour Gaël. Salut les gars. Notre Bienvenue. premier fan. Non, notre deuxième fan après le fils de Mathias quand même. C'est vrai. Notre deuxième fan. D'ailleurs merci, hein, c'est cool, grâce à toi on a eu des followers de qualité. Avec cool. plaisir. Je savais pas que j'étais influenceur du coup. C'est ça. Si, Ça y est. Pour Influenceur donner podcast. un petit code promo. Non, mais du coup, t'as quand même bossé pas mal sur des chronos quand t'étais chez Languet. Ouais, tout à fait. Ouais. T'as fait quoi de beau rapidement Alors j'ai travaillé chez Languet de 2011 à 2014 et j'ai fait les Languet Heinz, mais les anciennes parce qu'elles ont changé depuis un moment. Les normales, les phases de lune, heure du monde, etc. Ensuite j'ai fait une année au quantième perpétuel et quantième annuel. Et ensuite un peu moins d'une année au chrono chez Languet. Puis depuis 2014 je suis indépendant et à la base je faisais de la restauration de montres anciennes. Je travaillais beaucoup avec Christie's. Et maintenant, depuis 2020, on a arrêté les restaurations et on vend nos produits avec mon associé Florian. Excellent. Cool. Bon, vous voyez qu'il a un petit bagage technique pas mal quand même. Suffisant pour répondre à vos questions en tout cas. Donc, On espère. Ouais, parce qu'on a vu des questions on croustillantes. met la pression. On va essayer de le prendre au piège. Toute sa réputation se joue ici. Bon, du coup, la première question, il n'y a pas d'ordre vraiment. Hein. J'ai fait une compilation des questions. Ouais, commence par la fin. Je commence par la fin directe pour le déstabiliser. Non, la première question, vu que c'était un truc qu'on pensait aborder dans l'épisode et finalement on n'en a pas du tout parlé, c'était la différence entre un chrono modulaire et un chrono intégré. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est ? Un chrono modulaire, comme son nom l'indique, c'est vraiment une plaque additionnelle. C'est vraiment un module en plus qu'on vient ajouter. Donc généralement, ça, on voit beaucoup dans les dates. Des plaques additionnelles quantième perpétuel ou toute information en plus. Et là, sur le chrono, en fait, ça permet d'avoir un mouvement de base, de le transformer en chrono, en fait. Par exemple, il y a des Speedmaster, j'avais vu, qui ont un 2892 et ils ont ajouté une plaque additionnelle dessus. Donc voilà, ça sert à ça. À la différence avec un chrono intégré où vraiment le mouvement a été designé pour accueillir un chrono. Parce qu'il faut savoir qu'il faut prendre en compte dans le développement si tu veux faire un chrono dès le début, parce qu'il y a des pignons des axes qui vont être plus hauts, il y en a d'autres qui vont être percés. Et puis il faut mettre la tige de remontoir au bon endroit, les composants au bon endroit, parce que vous avez des compteurs, des choses qui traversent la montre, donc il faut mettre les choses au bon endroit. Alors que si c'est un module, on peut construire le mouvement comme on veut et ensuite on vient mettre le module par-dessus. Et du coup, voilà, c'est comme ça aussi qu'on les différencie visuellement, c'est que modulaire, ça va être sous le cadran, donc vous allez jamais voir un chrono modulaire, et intégré, c'est côté caché mouvement. sous le cadran. Exactement, ouais. Okay. Donc en fait, grosso modo, c'est la modularité. Exactement, ouais. C'est-à-dire que tu as un mouvement de base, un 28-24 ou peu importe, et dessus tu viens greffer un système additionnel, comme tu viendrais greffer une date, Exactement, comme tu viendrais greffer un world timer ou un truc en plus. Et du coup, ça coûte moins cher à faire un chrono modulaire ou... Au développement, je pense pas. Mais après, si tu fais un chrono modulaire, l'idée c'est que tu puisses mettre ça sur d'autres calibres, donc en vendre beaucoup plus. Ouais, parce que tu peux avoir du coup un calibre date, en fait. Ouais. Tu as ton calibre basique que tu mets dans une 3 aiguilles, exactement, ouais. et tu peux le décliner. Après, tu as la conception du module, comme tu dis, qui va te coûter un peu. Mais finalement, pour la marque, c'est rentabilisé derrière, parce qu'elle produit peut-être 1 million de 3 aiguilles, tout simple. Et puis sur 10% de la prod, elle rajoute le modulaire. Donc, voilà, ouais. C'est peut-être plus intéressant que de créer finalement un chrono qui va leur bouffer de la conception, pour finalement vendre moins de pièces avec le chrono. Et du coup, les modulaires sont forcément plus épais ou pas forcément ? Sur un chrono simple Ouais, c'est une bonne question. Je pense pas. J'en ai pas fait énormément je crois que j'ai dû faire 1 ou 2 fois du chrono modulaire, donc c'est pas non plus
C'est pas ta truc que je connais le plus. Ouais. Je sais juste que généralement, les gens évitent de réparer des chronomodulaires. donc tu es en train de nous dire qu'il faut que nos auditeurs n'achètent pas de chronomodulaires. Non, faut pas qu'ils les fassent réparer. Faut qu'ils les vendent au bon moment. Voilà. Malin, astucieux. En général, les gens disent qu'un chrono intégré, c'est mieux, quoi. C'est lié à probablement cette histoire de fiabilité, peut-être aussi. Même fiabilité, en fin de compte, franchement, ça roule. Hein. Je pense que... c'est de la pignole d'amateur, comme d'hab, quoi. Je pense que c'est moins joli, effectivement. Ça, c'est clair, quand tu vois Moi, je connais le Dubois des Pras, en fait, de chrono additionnel. Ça te donne pas trop envie. Bon, tu t'en fiches, c'est caché sous le cadran. Ouais. C'est horrible à travailler dessus, parce qu'en fait... Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plein de plaques en sandwich avec des ressorts dans tous les sens. Et tu dois essayer de remettre tes plaques sans que tes ressorts ils sautent. Enfin bref, eux en interne, ils ont aussi pas mal de posages. Quand toi tu fais des services, puis t'en fais 2 en 10 ans, tu vas pas te faire des posages. Donc voilà, c'est pour ça que les horlogers aiment moins. Mais en soi, je suis pas sûr qu'il y en ait un qui soit mieux que l'autre. Enfin, je suis pas sûr. Après. Il y a peut-être des ingénieurs qui vont dire mais il est con celui-là. Qu'est-ce qu'il dit non mais c'est marrant parce que finalement peut-être que le module en plus, lui, il a sa fiabilité propre parce qu'il est plus indépendant du mouvement, alors que sur un intégré, il est intégré au mouvement, donc du coup, tu as la fiabilité à gérer, alors que finalement sur un mouvement, si tu as un Speedmaster Reduced justement avec le module en plus, tu as 3 aiguilles, elles marchent. Ouais, exactement. Ouais. Ton chrono marche pas, tu t'en fous presque. Il te donnera toujours l'heure, quoi. Alors que le chrono intégré, pas sûr qu'il te le donne toujours, peut-être. Et puis c'est peut-être plus facile aussi de te dire il y a un problème avec la plaque additionnelle, je la vire, j'en mets une autre. Je pense pour les marques, c'est beaucoup plus simple pour eux, quoi. Clairement. Ils ont des palettes et puis ils arrivent, on prend, on remet, quoi. Ah mais vous parliez du taguillère aussi, j'écoute. C'est pareil, c'est de mémoire. Parce que j'en ai fait quelques-uns. Et c'est ultra modulaire en fait comme système, entre le mouvement comme ça. C'est été pensé pour accueillir ça, donc tu vois quand même le chrono, j'ai dit une connerie du coup, tu vois le chrono côté mouvement, mais c'est modulaire, mais c'est quand même côté mouvement comme si c'était intégré. Enfin bref, c'est hyper bien foutu. Quoi. Puis justement, il me semble que j'en avais vu dans des orientations différentes, tu vois, de mémoire. Ça fait un petit moment que j'avais fait ça, mais ils voulaient changer la direction des compteurs, ils tournaient un peu la plaque. Ou il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça. Mais... Ouais, il y avait moyen de s'arranger. Il y avait une flexibilité grâce au côté modulaire. Ouais, exactement. Cool. Ouais, puis production, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, puis moi, je pense que c'est pour la prod. Enfin, ça réduit les coûts, forcément. Clairement. Ok, bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de ces histoires de chrono modulaire, chrono intégré. Ça donne déjà une bonne vision. Après, la question qui venait souvent, c'était par rapport à la roue à colonne. Donc déjà un petit peu ce que c'est. Et puis la différence avec les chronos à cam. Ouais. Est-ce que c'est ta cam, la roue à colonne? Jamais. Ouais, alors en fait, peut-être juste pour remettre ce que c'est que déjà la roue à colonne. En fin de compte... la roue à colonne, c'est un peu le cerveau du chrono. C'est-à-dire que quand vous venez pousser avec le poussoir, vous venez à chaque fois pousser une dent de la roue à colonne. Et comme son nom l'indique, en gros, tu as des colonnes. Et ces colonnes, elles viennent pousser ou tirer des leviers qui vont à chaque fois faire une action pour pouvoir faire le chrono, le départ, l'arrêt, la remise à zéro. Il y a d'autres choses aussi comprises dedans qu'on ne sait pas forcément, mais du coup, il y a d'autres bascules qui sont liées. Puis en fait, l'idée, c'est ça, c'est que cette roue à colonne, c'est la mémoire du chrono, et la cam, enfin la navette, c'est pareil, c'est une mémoire. Et la différence, à mon avis, parce que je ne suis pas renseigné, puis justement, ça me fait toujours un peu marrer... Enfin, ces trucs genre, oui, c'est un chrono roue à colonne, comme si ça changeait quelque chose, mais j'ai pas fait de recherche par rapport historiquement, mais j'imagine, une fois de plus, c'est une question de production, c'est-à-dire que quand tu as une roue à colonne, tu dois te faire toutes les bascules qui sont en contact, tu dois venir un peu les retoucher pour que ça se lève vraiment au bon moment, etc. Et du coup, la navette, c'est plusieurs cams empilées, et je pense que ils étaient beaucoup plus précis vu que ça devait être étampé ou quelque chose comme ça. Et du coup, j'imagine qu'il y avait moins de retouches à faire. Après, le problème, c'est que les chronos à cam, généralement, ils sont moins doux que les chronos à colonne parce que les chronos à roue à colonne, tu as un ressort qui tient ta roue à colonne et du coup, tu peux régler le saut jusqu'à ce que tu aies la force que tu désires. Alors que sur un chrono à cam, vous avez tous eu, je pense, un 77-50 dans les mains. Tu sens que c'est pas la même chose pour le départ arrière mise à zéro. Tu sens que c'est pas les mêmes forces, quoi. Alors moi, j'en ai fait en révision
des chronos à navette. J'en ai pas fait en production, donc je sais pas exactement comment tu les retouches, mais j'imagine vraiment que c'était conçu pour la grosse production. Maintenant, comme je dis, c'est un élément marketing de dire c'est roue à colonne parce que du coup ça fait moins cheap. Et puis avec les colonnes, il y a un côté phallique. Je pense que les hommes ils aiment ça. C'est clair. J'ai eu une grosse colonne dans ma montre. Mais honnêtement, j'ai vu des chronos roue à colonne qui étaient horribles à faire fonctionner. Puis c'est juste un élément marketing, ça veut plus rien dire. D'ailleurs, le 7750, ils ont fait des modifs pour accueillir une roue à colonne aussi, mais c'est pas pour autant que c'est pas forcément mieux, quoi. Donc. Ouais, c'est un peu de la pignolette, quoi. Ça. Et en termes de travail dessus, du coup, tu disais il y a le côté réglage avec la roue à colonne pour le feeling, etc. Ouais. Et tu disais que ça pouvait être un peu plus délicat d'ajuster tous les sauts, tous les trucs. Ouais. Mais globalement, pour un horloger, de réviser un chrono à roue à colonne ou à navette, il n'y a pas une monstre différence non plus. Non, si le gars il connaît les chronos, il saura faire, il n'y a aucun souci. Ouais, quoi. c'est ça fait pas non. de différence. Quoi. Okay. Est-ce que sur les navettes, tu penses qu'il y a plus d'usure, du coup lié au frottement entre les palettes? Ouais, c'est possible, mais t'imagines le nombre de fois. Ouais. Puis bon, à part si tu le déclenches tous les jours, que tu te fais des œufs tous les matins. Ouais, mais même ça, t'imagines, c'est quoi, un déclenchement par jour? Ouais. Enfin, c'est que dalle, non, je me rends pas compte. Alors pour l'anecdote quand même, j'ai rencontré un collectionneur japonais quand j'étais à Tokyo, que j'étais allé voir un copain qui est amateur de montres. Et son rêve, c'était je vais dire le nom et je vais le biper, comme ça pour la discussion, ce sera plus simple. Son rêve, c'était d'avoir un chrono. Et c'était... grave erreur. Bip, ça s'appelle le griffe. Toute la discussion, bip, bip. Et en fait, il avait économisé toute sa vie pour s'acheter un chrono. C'était son fantasme, quoi. Ouais. Et il le reçoit, le truc il tombe en panne, il le renvoie, il le garde 6 mois, il lui renvoie, il retombe en panne. Et puis ça fait, je crois, 3 allers-retours comme ça chez... Quand je l'ai rencontré, la montre venait de lui être renvoyée. Non réparé, en lui disant en fait casse les couilles. C'est pas en gros c'est pas de notre faute, c'est de votre faute, vous avez trop déclenché le chrono, vous l'avez déclenché un trop grand nombre de fois. Et il dit ok, bon, je veux bien, ok, mais c'était quoi le nombre limite? Ils lui ont répondu 3 fois. D'où la question, est-ce que ça suce? T'imagines? C'est abusé. Et donc moi quand je l'ai vu et qu'il venait d'avoir cette réponse quelques jours avant, c'était juste avant le Covid, et il m'a dit, mais je pense qu'à la fin du Covid, je prends un avion, je prends un avocat et je vais à Genève. Ouais, ça c'est clair. Ouais. T'imagines le foutage de gueule. Ouais. Ensuite, donc question suivante. En gros, déjà, il faudra peut-être expliquer ce que c'est l'embrayage dans un chrono, et puis est-ce qu'il y a différents types d'embrayage? Donc en gros, l'embrayage dans une montre, mais je crois qu'en plus vous l'aviez un peu expliqué, c'est-à-dire que vous avez l'axe de seconde qui fait un tour en 1 minute, et sur cet axe, justement, on vient prendre la rotation d'1 minute par tour pour essayer de la mettre au centre sur le chrono. Et l'idée, c'est que l'aiguille de chrono, elle tourne pas, donc il y a un embrayage pour dire, je veux que ça engraine, je veux que ça engraine pas. Maintenant, les termes, je me rappelle plus. Je sais qu'il y a genre le pignon oscillant, donc c'est-à-dire c'est vraiment un pignon qui est entre la platine et une bascule. Et la bascule bouge un petit peu, le pignon, il va se pencher, il va avoir un certain degré, et du coup, il va être en contact avec l'axe la roue de chrono. Ensuite, il y a celle qu'on voit souvent dans les montres de poche avec une bascule d'embrayage. Donc là, c'est vraiment une roue qui est en sandwich dans une bascule qui est en connexion avec la roue. On appelle la roue sur champ, celle qui vient se fixer sur l'axe de seconde. Et qui vient en fait faire la rotation quand on fait tourner la roue à colonne, qui vient en connexion avec la roue de chrono. Et ensuite, il y a, là, je connais moins parce que j'en ai jamais fait, mais des chronos, des embrayages à friction. Okay. Donc Patek, ils ont ça là dans leur chrono automatique. Okay. Je crois que Chopard, ils ont aussi. En fait, l'idée, vous avez un axe de seconde qui tourne tout le temps, sur lequel il y a l'axe du chrono. Et en fait, il y a une friction sur cet axe, ce qui fait que si je pince la roue de chrono, elle s'arrête. Donc la roue de seconde continue à tourner, et puis la roue de chrono s'arrête et il y a une friction tout le long. Je lâche les pinces et il y a une friction, du coup la roue de chrono tourne. Okay. En fait, l'idée avec ça, qui est intéressante, c'est que c'est vraiment quand tu fais le déclenchement, mais vous en avez aussi, il me semble, un peu discuté en disant il n'y a pas un problème d'engrenage suivant comment la dent de la roue va tomber sur la roue de chrono, si elle arrive un peu avant, un peu après. Voilà. Là, en faisant ça, c'est vraiment le temps réel. Okay. Par contre, le très gros problème par rapport à ça,
c'est que du coup, tu as de la friction tout le temps pendant que tu n'utilises pas le chrono. Ouais. Alors, je ne suis pas allé chercher plus loin, mais Max Busser, je ne sais pas si vous avez vu, il a reçu l'aiguille d'or là, au Grand Prix. Ouais, avec le séquential Evo. Exactement, ouais. Et puis, il fait un petit discours avec, je ne sais plus, il a son horloger, là, McDonough, enfin bref, je ne sais plus, où il lui dit, pourquoi on ne ferait pas un chrono qui est précis quand on fait le chrono, parce que justement l'inconvénient de ces chronos, comme j'ai dit, avec une bascule d'embrayage ou un pignon oscillant, c'est qu'à chaque fois que tu enclenches le chrono, ça fait un rouage de plus, et du coup ça fait une friction en plus, donc il y a moins de rendement, il y a moins de précision, c'est logique. Et du coup l'horloger de MBNF il dit moi je veux inventer un chrono qui fait ça, mais en fait j'ai pas regardé s'il est si différent que ça que Patek, mais Patek le fait depuis un moment, ce chrono automatique, donc ça existait déjà quand même depuis un moment. Et l'idée, alors oui, quand tu chronomètres, t'es plus précis, mais le reste du temps, t'es pas précis. Et d'ailleurs, j'ai un client qui l'a acheté, et en boutique, il recommande de laisser tourner le chrono. Et bah ouais. Ok. Enfin bref, moi, j'ai pas une montre pour lire l'heure, ni pour chronométrer, j'ai un chrono parce que je trouve ça sympa. Ouais. Et du coup, je m'en fiche de savoir qu'elle soit précise quand je lance le chrono. Mais après, ça, c'est des trucs personnels, quoi. Du coup, on avait une question qui nous tient à cœur, Mathieu, parce que c'est le nom de notre podcast. Ouais. Puis qu'on adore ça aussi, accessoirement. Ouais. Pourquoi est-ce que on dit souvent que le chrono à rattrapante, c'est genre le chrono ultime? C'est plus compliqué à faire, c'est plus chiant à régler, c'est plus de pièces, c'est plus de conception, c'est quoi? Mais c'est vraiment un tout, en fait. Déjà, c'est plus de pièces. Et comme je vous ai dit, c'est pas mal des histoires de friction. Donc, et un chrono rattrapante, tu rajoutes de la friction en plus et des composants fragiles. C'est-à-dire que normalement, sur un chrono normal, intégré, le mécanisme, il est côté mouvement, mais l'affichage, il est côté cadran. Donc, il faut te dire que tu as déjà un axe qui doit tout traverser. Et quand tu as une rattrapante, tu as un étage en plus pour la rattrapante qui doit être encore plus petit et qui doit encore tout traverser. Donc, tu as des axes qui font... je pense 3/10 de diamètre sur, je sais pas, peut-être 5-7 mm de longueur, quoi. Donc en fait, déjà, ça te fait créer des axes. Hyper fins, hyper longs. Ouais, et trempés, etc. Donc tu dois être vraiment bien. Ça, il n'y a pas tout le monde qui a envie de te les faire. Après, t'as l'axe dans lequel ça passe. Donc ça, pareil, tu vois, genre ça doit pas être... C'est hyper long, c'est percé, tu dois chasser encore des bouchons dedans et tout. Donc en fait, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Pas beaucoup de monde le fait. Puis, je pense qu'aussi la valeur perçue, tu vois, tu te dis, c'est une aiguille de plus. Ouais. Et d'un coup, tu mets beaucoup plus d'argent dans un chrono rattrapante que dans un chrono, et c'est qu'une aiguille en plus. Après, on parlait de friction, justement, il y a des marques, dont Patek, qui ont travaillé pour que tu n'aies plus de friction. En fait, la friction, elle se fait quand ton chrono il tourne, mais que tu arrêtes la rattrapante. Ouais. Là, il y a beaucoup de friction qui se fait. Et en plus de la friction, c'est que, si on veut, c'est un galet qui tourne autour d'un cœur. Et du coup, il y a un moment, ça prend beaucoup de force, parce que la pente, elle monte, puis après, ça redescend, donc ça redistribue de la force. Donc en fait, ton amplitude, elle baisse, puis d'un coup, elle monte, donc ça te fait... Puis elle redescend fort. Voilà, exactement. Ça te fait des oscillations comme ça, et ça, c'est pas fou pour le réglage. Et Patek, ils ont fait un système, mais je crois que Lange aussi, sur leur... Triple split. Ouais, même avant le double split, parce que mettre ça sur un compteur de minutes instantané, ils étaient obligés de le faire, ils appellent ça un isolateur, ce qui fait que tu pinces à rattrapante, puis tu viens enlever ce système de doigts avec le galet. Je vais pas rentrer dans les détails, parce que ça devient quand même technique et c'est compliqué d'expliquer ça par oral, mais en gros, ils viennent enlever cette friction, parce que en soi, t'en as besoin que quand ton chrono il tourne. Du moment où t'arrêtes la rattrapante, t'en as plus besoin. En fait, si tu veux, t'en as besoin que quand ton aiguille elle est superposée par rapport à ton aiguille de chrono. Ouais, ok. Donc ce qui fait que... Quand t'as les deux qui tournent, quoi. Voilà, exactement. Donc si on veut, cet isolateur, il est là pour dire, tac, là t'arrêtes de travailler, et là tu travailles. C'est hyper malin. Et moi je discutais même avec des collectionneurs qui avaient cette Patek, je crois que c'est la 5004, qui a ce système. Puis j'étais même pas au courant qu'il y avait ça, quoi. Donc Patek, ils ont des brevets là-dessus, des trucs, ça doit être une galère à mettre au point, puis les collectionneurs, ils savent même pas ce que c'est, quoi. Enfin, c'est pas de marketing pour le montrer, quoi. Mais c'est ça que je trouve fou, dommage, quoi. Bon, c'est tout à leur honneur. Tu vois, genre, bien sûr, ouais. Contrairement à des gens qui disaient, les gars, nous on a fait ça, c'est la même chose que les autres. Non, des montres étanches à 300 mètres, ah oui, comme tous les autres. C'est clair. Donc pour résumer, un chrono à rattrapante, c'est moins fiable et moins précis, en gros, c'est ça? Ouais, mais à part ça, c'est
c'est plus fragile. Mais c'est clair que... De toute façon, plus c'est compliqué, plus il y a de pièces et plus il y a de risques qu'il y ait un truc qui merde au milieu. Ça, c'est évident. Je veux dire, pas besoin d'être horloger pour comprendre ça. Exactement, c'est le même problème dans les voitures. Enfin, tu vois, quand t'as un moteur de 700 chevaux, c'est plus dur à faire rouler qu'une Dacia ou une Lada. Tu peux l'emmener n'importe où dans le monde, elle ne bougera pas. Quoi. Exactement, c'est clair. Alors, la question qui est beaucoup revenue, c'est, et puis je pense que ça va être une question rapide à répondre, est-ce que ça use ma montre de laisser tourner mon chrono en permanence ? Et je pense qu'on parle des chronos standards, basiques. Non, normalement pas, ça use pas plus qu'autre chose, elle a moins de performance, ça c'est sûr, mais ça use pas plus que ça. Ce qui use, c'est quand tu laisses tourner de toute façon ta montre, en chrono enclenché ou pas, quand les huiles elles sont sèches. Ouais. Ça oui, ça use. Du moment que c'est bien lubrifié. Il y a aucun souci, quoi. Révisez vos montres tous les 5 ans. Là, mais c'est vrai que les gens l'oublient. Les gens ils disent quoi, tous les 5 ans ? Je dis mais ta bagnole, c'est toutes les années, quoi. Enfin, bah oui, tu veux faire un changement d'huile, c'est pas ils se rendent pas compte de ce que c'est qu'un pivot usé et tout, parce que t'as un pivot de chrono qui est usé, qui est un jeu pas possible. C'est l'horreur. Enfin, non, mais surtout si tu l'utilises beaucoup, la montre, quoi. 5 ans, je pense que c'est une bonne moyenne. Bon, Rolex, tu peux y aller sur 10 ans, il n'y a pas de souci. Ouais, il y a certaines montres, elles peuvent être sèches, tout ce que tu veux, elles continuent à tourner, et elles n'ont pas trop de soucis. Mais globalement, tu conseilles aux gens de... parce qu'il y a deux teams, en gros. Il y a ceux qui disent, tant que ça marche, pas besoin de service. Puis ceux qui disent, non, c'est comme une bagnole, tu l'entretiens avant qu'elle tombe en panne. Mais c'est exactement ça. Enfin, après, je pense que les gens, s'il y en a qui achètent, qui revendent, ils s'en foutent. Tu vois, ils disent, ça fonctionne avec moi, ils l'utilisent comme ça pendant 3 ans, ils la revendent. C'est pour ça que je revends tous les 6 mois mes montres. Ouais, c'est ça. Non, ça c'est parce que t'as la girouette. Tu peux parler. C'est à peu près la même chose. Il revend ses montres avant de les acheter. Trop fort. Hein. Ouais, donc comme quoi, faut quand même réviser ses montres régulièrement. Du coup, ça va un petit peu dans le même sens que cette question. Si tu fais tourner le chrono en permanence, est-ce que ça joue sur la précision, sur la marche, on va dire, de la montre ? Ouais, parce que t'as une perte de rendement, quoi. Donc... Ouais, de toute manière, ce que tu disais juste avant, tu rajoutes des frictions, tu rajoutes des trucs, mais t'as toujours la même source d'énergie, donc... Exactement, ouais. À un moment, forcément, ça... À part si c'est un embrayage justement à friction. Moi, la question que j'avais, c'est du coup, toi, sur la Zénith que tu avais, la ultraviolet, du coup, toi, tu avais 2. C'était indépendant, le chrono. Ouais, mais ça, c'est parce que tu avais un centigraphe dessus. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et en fait, ton mouvement, il tourne pas assez vite pour faire le centième de seconde. C'est ça. D'ailleurs, justement, c'est un peu Journe, il a un centigraphe aussi, mais en réalité, c'est pas un vrai centigraphe. C'est-à-dire qu'il est pas... Il a une aiguille qui fait un tour en 1 seconde, c'est juste. Mais par contre, vu que c'est du 3 Hz, il va jamais être... tu vois, il va avoir un coup toutes les... 1/6 de seconde, c'est juste. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Un truc que tu vois pas à l'œil. Il y a un système de démultiplication, en gros, pour... Même pas. En fait, si tu veux, c'est une roue qui est en relation avec la roue d'échappement. Okay. Donc en fait, ta roue d'échappement, vu qu'elle est liée avec ton balancier qui fait du 3 Hz, elle peut pas être plus rapide. Et le centigraphe Zénith, c'est un vrai parce qu'il va vraiment... il va à 10 Hz, du coup, j'imagine. Donc tu as vraiment un saut tous les centièmes de seconde. Quoi. Ouais. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que tu as 2 mouvements en un, entre guillemets. Tu as un barillet, etc. pour la partie R et puis un autre pour la partie chrono. Quoi. Et du coup, ça dérègle pas ton mouvement simple parce que t'as un deuxième... Ouais, c'est 2 montres en fait. Dessus. Quoi. Voilà, exactement, ouais. Parce que je sais que TAG avait fait le micrographe et microgrider, je sais pas comment on dit, au début des années 2000. Et je crois que c'était des systèmes de démultiplication. J'avais vu le système, je me rappelle plus exactement comment ça marche, mais c'était pas du vrai centième de seconde, c'était pareil, ça se basait sur la fréquence de l'échappement, et après tu as un système qui démultipliait et qui allait diviser chaque battement, on va dire, en un certain nombre de battements. Quoi. Ouais, mais alors en fait, ça c'est le truc traditionnel de la seconde foudroyante, en fait. C'est juste que si tu as une... tu vois, si tu as du 4 Hz ou 5 Hz ou j'en sais rien, tu auras plus de démultiplication, mais... Enfin voilà, du coup c'est une seconde foudroyante en fait, ce système. Ok. D'ailleurs ça tombe bien que tu parles de 4 Hz parce qu'il y a une question là-dessus. En général, les marques utilisent cette fréquence de 4 Hz. Est-ce que tu sais l'intérêt que ça a, c'est en termes d'usure, en termes de... Le rapport usure-précision, c'est quoi ? Ouais, alors bon là je suis pas ingénieur, mais je vais quand même plus ou moins répondre. C'est-à-dire que l'idéal pour un échappement, c'est qu'il soit le plus précis possible.
le fait qu'il soit précis, c'est une chose, mais aussi il faut qu'il soit résistant au choc, parce qu'en fait, on fait que de taper notre montre dans tous les sens. Enfin, mais quand je dis choc, c'est même tu poses tes mains sur la table, ça c'est un choc, quoi. Ouais. En fait, c'est un choc sur le balancier qui va créer une perturbation et qui va te donner de l'avance ou du retard, mais sur ton alternance, tu vois. Mais en fait, tous ces chocs quotidiennement, il faut que tes chocs aient le moins d'influence sur ton balancier. Et pour ça, tu as deux solutions. Tu as soit tu augmentes la fréquence, soit tu augmentes le poids du balancier. Parce que ton balancier, plus il est, plus il est lourd, voilà, exactement, plus il est stable. C'est comme nous au ski, quoi. Voilà, c'est ça. Nous, on est plus stable. On arrive dans le pentu. Tout droit. Et puis, sinon, tu augmentes la fréquence. Si tu as une plus grande fréquence, chaque choc aura moins d'impact, entre guillemets. Ouais, et puis surtout que c'était beaucoup plus rapide, en fait, j'imagine. Ouais. Enfin, je sais pas. Là, on commence à rentrer dans les couleurs obscures. La petite vision que j'ai du truc, c'est que, imaginons, tu as une alternance par seconde et que tu as un saut où tu rates une alternance. Ouais. Tu as une erreur d'une seconde. Si tu as 10 sauts par seconde et que tu en rates un, l'impact que ça a, c'est 1/10 de ce que ça avait sur l'autre fréquence. Je l'imagine comme ça, mais je suis pas ingénieur. Donc, Ouais, ça c'est possible. Et du coup, en fait, plus tu as une fréquence élevée, plus ton balancier il doit être petit. Donc voilà, donc au bout d'un moment, tu as un espèce de rapport. Donc la grande question, c'est de savoir est-ce qu'il faut une grosse inertie ou des petites amplitudes. Parce que, bien sûr, plus ta fréquence est grande, plus tu as des petites amplitudes de balancier. Et il y a un très très bon article de SJX sur la question qui a été faite il y a peut-être 2 ans, mais je pourrais retrouver, puis peut-être vous pourrez mettre sur Instagram. Alors c'est en anglais, donc si vous avez des auditeurs français, je pense que vous expliquent English very Google Chrome fera l'affaire. Mais très très pointu par rapport à ça, et de savoir qu'est-ce qui est le mieux entre les deux, parce que pendant les concours de chronométrie, etc., c'était toujours des balanciers très gros, et on avait des balanciers de Hz et demi, quoi. Et ils avaient des qualités de fou, quoi, vraiment. Donc après, la question réelle, c'était pourquoi ils se contentent de ça. Je sais pas, franchement. Il doit y avoir un rapport, un équilibre. Moi, je pense entre les différents paramètres. Et tout aussi. Ouais, bien sûr. Quand je dis paramètres, c'est pas. Je me dis, si tu réduis aussi, si tu le fais plus petit pour monter dans les fréquences un peu plus élevées, ça t'engage aussi peut-être à avoir une prod qui est encore plus fine, encore plus précise. Là où finalement du gros. Ouais, mais tu vois, pourquoi ils augmentent pas à 6 Hz finalement, au 5 Hz ou machin, Après, ça doit créer d'autres problèmes. Peut-être que vraiment on est au point où, d'un point de vue production, c'est le mieux. 4, c'est le mieux. Et si on va au-dessus, ça fait pas gagner grand-chose de plus. Parce que je sais que par exemple, quand Grand Seiko ils ont développé leur calibre iBit 36 000 alternances, c'était beaucoup des questions de lubrification, etc., de trucs comme ça aussi. Donc forcément, sur un chrono où tu as davantage de friction, si tu as une fréquence plus élevée, il faut encore gérer différemment ta lubrification, et peut-être qu'ils n'ont pas envie de s'emmerder, quoi. Ouais, ça c'est possible, mais là c'est vraiment un peu un ressenti plus que une réponse claire par rapport à ça, quoi. Et puis la dernière question, c'était sur les chronos vintage. Il y a quelqu'un qui nous disait, je vais la lire parce que celle-là, je l'ai laissée mot pour mot. J'ai une question bête, mais j'ai toujours rêvé d'avoir un de ces vieux chronos vintage de poche, avec précision au 10e de seconde ou plus. Mais j'ai entendu dire que c'était juste des nids en merde. Donc si on peut glaner quelques conseils à ce sujet, 3 petits points. T'as eu cette impression que ça pouvait être chiant, les chronos haute fréquence dans les montres de poche, ou pas spécialement? Alors moi, j'en ai jamais fait. Ok. Mais là, alors là, je suis désolé, je sais pas du tout. C'est vraiment difficile à dire comme ça. Si j'avais un peu d'expérience là-dedans, j'aurais dit volontiers. Mais en soi, moi, ça m'étonne pas que ce soit un peu des nids en merde. Après, si c'est une montre de poche et que ça te fait kiffer. Bah ouais, c'est pour le plaisir. Franchement, c'est ça. Je sais que moi j'ai 2 compteurs Seiko des JO de 64, un au 10e de seconde à rattrapante et puis un autre au centième de seconde, et je m'en fous royalement de savoir s'ils sont précis pas précis. C'est des beaux objets. Quand tu lances un chrono au centième de seconde, il marche. Voilà, donc s'il marchait pas, je dis pas, mais quand tu lances un chrono au centième, quand tu lances un chrono au centième de seconde, il y a un truc, c'est kiffant. Après, de savoir si le truc il est hyper précis ou pas. Et puis, c'est pas comme s'il tournait toute la journée. Non, c'est clair. Donc, acheter des chronos Seiko. Toujours la finalité, toujours la même. Exactement. Et je veux pas balancer, mais est-ce que tu as vu ce qu'il avait au poignet, Gaël, aujourd'hui?
Ah, j'ai fait exprès. Je sais qu'il avait exprès pour toi. Ah, je suis touché. Tu vois, ça fait 3 semaines que j'ai ma Moonswatch là. Du coup, je dis allez, vas-y, il faut que je change là. Eh ben, écoutez le prochain épisode si vous voulez savoir ce qu'il a au poignet. Voilà. Bon, ben, en tout cas, merci Gaël pour tes réponses. On Avec espère plaisir. que ça apportera les détails techniques à ceux qui souhaitaient en avoir. Et puis comme ça fait un bon complément pour notre épisode 5 dédié au chrono. Ouais. Allez, tchuss. À bientôt. À ciao. plus, ciao.